discutons avec notre invité sur ce plateau, c'est le révérend Pierre-Marie Chanel-Afognon. Il est le directeur national de l'enseignement catholique. C'est avec lui que nous débattons des sujets préparés dans cette émission. Troisième partie, dernier virage. Mon père, nous allons parler de l'actualité ici et d'ailleurs. D'accord. Vous avez suivi un peu les coups d'État qui sont répétitifs dans notre sous-région, surtout en Afrique de l'Ouest. Il y a le Mali, la Guinée, Guinée-Conakry et ensuite le Burkina Faso. Je pense que celui de la Guinée équatoriale avait joué. Guinée-Bissau. Guinée-Bissau. Oui, oui. Voilà, avait joué. Ouais. Comment est-ce que vous appréciez cette situation? Et avant même de les apprécier, je voudrais donner la parole au pape Jean-Paul II. Dans Ecclesia in Africa, qui est un document qu'on peut trouver en ligne, au numéro 110, nous lisons ceci: une bonne gestion des affaires publiques. Les pères du synode furent unanimes à reconnaître que le plus grand défi pour réaliser la justice et la paix en Afrique consiste à bien gérer les affaires publiques dans les deux domaines connexes de la politique et de l'économie. Certains problèmes ont leur origine hors du continent et pour cette raison ne sont pas entièrement sous le contrôle des gouvernants et des dirigeants nationaux. Mais l'Assemblée synodale a reconnu que beaucoup de problèmes du continent sont la conséquence d'une manière de gouverner souvent entachée de corruption. Il faut un vigoureux réveil des consciences, avec une ferme détermination de la volonté pour mettre en œuvre des solutions qu'il n'est désormais plus possible de remettre à plus tard. Et ce document Ecclesia in Africa a été rendu public par le pape Jean-Paul II le 14 septembre 1995 à Yaoundé au Cameroun. Alors, je pars de là parce que tant que la gestion du vivre ensemble, donc la gestion de la cité et la gestion des biens de la cité sont dans une gestion axée sur la corruption, nous aurons toujours les coups d'État. Parce que l'être humain est tel que, à un moment donné, quand il n'en peut plus, il fait feu de tout bois. Et aujourd'hui, nous voyons que c'est des coups d'État qui succèdent à des situations, entre guillemets, de terrorisme. Mais qu'est-ce qu'on a pu faire quand il était question de terrorisme? Tout le monde le sait. Et les études prouvent que là où la misère est installée et que la paupérisation est galopante, on finit par ouvrir la porte à différentes formes de violence. Un jeune qui n'a rien à perdre, un jeune qui n'a plus aucun sens patriotique, un jeune qui estime qu'il a déjà tout perdu, vous lui donnez 50 000, ça lui suffit pour faire du mal. Mais un jeune qui a reçu de l'éducation, qui a de l'avenir, qui vit dans une cité, dans un pays, et il est pétri, il veut faire des apports pour l'avenir de ce pays, vous pouvez lui donner même 500 millions. Il vous dira non, je ne peux pas sacrifier mon pays pour de l'argent. Pour moi, le problème est là. Et tant que nos autorités vont se fermer les yeux, et ne vont pas, comme le dit tous les documents de l'Église, gouverner avec les populations, pour le bien des populations, et que des populations vont penser que ceux qui sont au pouvoir s'enrichissent et mènent une belle vie, et que eux, ils sont, disons, dans des abîmes de misère, on va arriver à tout ça. Parce que les militaires, c'est vrai, on ne peut pas souhaiter ça. Mais au moins, eux, ils ont les armes. C'est pour ça qu'on arrive à les applaudir. Les populations qui manifestent en disant merci aux militaires qui ont fait un coup d'État, ça doit nous interpeller. Hein. Ça doit nous interpeller. Ça voudrait dire que nos populations sont tellement aigries, tellement brimées, qu'ils voient dans leurs dirigeants
la source de leurs problèmes. Ça, c'est trop grave. Un dirigeant, on voit en lui un leader. Et le leader, c'est celui qui incarne quelque chose qui attire les autres, même sans parler. Et ensemble, on peut bâtir avec un leader. C'est l'image que ceux qui incarnent le pouvoir, au moins dans ces pays où il y a eu ces crises, mais il suffit d'ouvrir les yeux dans les autres pays aussi, ne sont plus des leaders. Ils sont au pouvoir, c'est vrai, mais les populations ne voient pas en eux des responsables capables de se sacrifier pour leur bien. Au point où, au lieu que les populations disent aux militaires, rentrez dans vos casernes, les populations disent merci, restez et trouvez-nous les solutions. Du coup, je me dis, est-ce que de façon inconsciente, il n'y a pas deux modèles qui sont en train de faire un travail dans l'inconscient collectif de la communauté que nous formons en Afrique de l'Ouest, à savoir Jerry John Rawlings au Ghana et Thomas Sankara au Burkina pour ce qu'il a commencé. Parce que voilà deux jeunes militaires qui, sans mentir, ont remis leur pays sur les rails. Le Ghana à côté ne peut pas lire aujourd'hui son histoire en oubliant ce que ce jeune capitaine a eu à faire. Et les Ghanéens en sont fiers. On voyait quand il a quitté le pouvoir, quand il passait dans la rue, on l'applaudissait. On a vu comment ces funérailles se sont passées. Bon, Sankara n'a pas eu tout ça, mais parce qu'on a écouté très tôt. Mais ce que Sankara a pu faire, encore aujourd'hui, vous parlez de Sankara à des jeunes Africains, ils sont là, ils t'écoutent. Mais il y a d'autres noms de la politique africaine, vous sortez ça, et les jeunes commencent à rire et ils veulent quitter la salle. Ça voudrait dire que nous devons combiner la question de la gestion du pouvoir avec le souci du bien commun, le souci de l'autre. Et tant que ce n'est pas fait, les militaires, ils ont leurs frères, leurs cousins, leurs tantes, ainsi de suite, qui sont dans la population et qui se plaignent aussi auprès d'eux. À un moment donné, comme des citoyens, je ne les défends pas, mais ils peuvent en arriver là. Mais ça, c'est une lecture simpliste. L'autre lecture, c'est comment des militaires qui arrivent au pouvoir ne vont pas faire pire. Parce qu'on a déjà vu ça. C'est au nom de la libération, au nom de la poursuite de notre indépendance, qu'on a commencé à observer des coups d'État en 1963, et puis ça a continué. Et on a vu les militaires à la tête de plusieurs États. On a vu les conséquences, jusqu'au vent de l'Est en 1990, où certains pays ont pu vraiment faire des efforts, mais aujourd'hui, ce qui se passe, je pense tout le monde tremble. Et la CEDEAO, l'Union africaine, j'ai encore écouté le discours du président sénégalais, mais le problème n'est pas d'invectiver, de dire non, ce n'est pas bien, il ne faut pas. Nous sommes arrivés à un moment où il faut poser des actes. Il faut montrer et convaincre nos populations, y compris l'armée, que quand on est au pouvoir, ce n'est pas pour s'enrichir, ce n'est pas pour acheter des voitures à ses copines, construire des maisons à ses concubins ou concubines, et voyager, aller rester dans des hôtels à Genève qui coûtent les yeux de la tête, et dilapider les biens du pays. Il faut corriger ça. Quand la population va voir que le leader, en une année, le pays avait peut-être 4 centres de santé. En une année au pouvoir, il en a fait 10, il en a fait 20. Et qu'il est capable d'aller dire aux gens, d'être proche des gens, de ne pas être isolé dans une forme de palais où il est hyper protégé. Et alors que les autres touchent la misère au quotidien, je vous assure que même un jeune peut jeter une chaussure au visage de ses autorités parce que c'est ce qu'il a comme expression de sursaut. On l'a vu chez nos frères arabes. Quelqu'un qui a enlevé les chaussures, il n'avait plus rien, il l'a jeté au président des États-Unis. C'est ça. Il ne faut pas amener les gens à être découragés au point où ils vont dire « on fait feu de tout bois ». Et pour ça, moi, je ne suis pas dans la logique d'applaudir des militaires qui prennent le pouvoir, parce que je ne maîtrise pas la dynamique qui est derrière, mais je pense que nous devons bâtir nos pays et que nous-mêmes, mais aussi nos dirigeants, nous ayons vraiment un cœur qui travaille
pour le bien de tous et que nous puissions dépasser les querelles inutiles avec nos égos surdimensionnés où chacun veut faire croire aux populations qu'il est le meilleur, il est le Messie, il est le sauveur. Ça, c'est du populisme. Le pape François en parle dans Fratelli Tutti et dit vraiment, c'est pas le chemin. Essayons de bâtir ensemble et que nos autorités cherchent à être proches de leur population et que le pouvoir politique puisse incarner, surtout le pouvoir politique dans le gouvernement, puisse incarner des valeurs. La justice sociale, le partage des biens de la nation et que l'on ne soit pas dans une situation où il y a des nouveaux riches qui sont chaque jour plus riches et il y a les pauvres qui sont de plus en plus pauvres. Ça, ce n'est pas bon. C'est dangereux pour tout le monde et c'est ce que nous observons. Merci beaucoup, mon cher. On lisait tout à l'heure les exhortations du pape. Oui, Ecclesia in Africa. J'ai pu comprendre que l'une des causes de cette ça est extérieure. Oui. Donc aujourd'hui, je pense que les Africains, surtout les Africains francophones, accusent la France. Est-ce qu'on peut mettre aujourd'hui tous les malheurs des Africains sur le dos de la France? Je ne le crois pas parce que je ne sais plus, je crois que c'est De Gaulle qui l'a dit, hein, les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Ça ne peut pas être plus clair. Donc, on dit chez nous, c'est-à-dire que c'est selon le terrain qu'on fait ce qu'on peut faire. Vous allez voir même que dans la sous-région, cette politique française ne s'incarne pas de la même façon. Vous avez vu par exemple comment les jeunes se sont organisés pour bloquer la voie à du matériel militaire français. Il faut voir dans quel pays ils ont fait. Il y a des pays, s'ils faisaient ça, ben, ils seront très nombreux à être enterrés rapidement. Donc, voilà. Donc, vous voyez, c'est aussi la façon dont nous disons oui à tout qui donne cette impression. Mais moi, je ne suis pas de ceux qui accusent la France. Comme le dit le document que j'ai lu, il est dit que dans tous les cas, hein, beaucoup de problèmes du continent et on peut trouver la solution auprès de nos gouvernants, même si tout n'est pas sous leur contrôle. Mais je pense, je ne suis pas politicien, mais je crois que on ne peut pas être en relation avec une autre personne où on se vide totalement au profit de la personne. Et là, moi je dis simplement, oui, la France a des responsabilités. On ne peut pas nier ça. La France a une tendance à avoir la même mise, la France politique, à avoir la même mise sur nos ressources. Et pour ça, ils sont un peu partout dans l'économie, dans la politique et un peu partout. Mais c'est nous qui disons oui. Et les contrats, qui les signent? Qui les signe? Aujourd'hui, quand les Maliens ont commencé à dire non, ben, ça j'ai mis, mais je trouve que c'est l'histoire qui se répète. Modibo Keïta avait déjà aussi demandé à la France de retirer son ambassadeur. Bon, dans tous les cas, on ne peut pas mettre tout au dos de la France. C'est vrai que la politique française, la France-Afrique, c'est quelque chose d'inacceptable. Le franc CFA, on en a parlé beaucoup, mais c'est nous qui acceptons. C'est nous qui avons accepté aller domicilier ceci ou cela là-bas. Ça nous coûte quoi de dire, nous disons non à ça? Le risque, c'est que quand une seule personne dit ça, les autres croisent les bras. Quand Sankara disait qu'il faut mettre fin à tout ça, les autres ont croisé les bras. Lui, il est dans sa tombe, paix à son âme, mais les problèmes continuent. Aujourd'hui, c'est le Mali, c'est d'autres pays, mais il faudrait que dans la sous-région, ceux qui incarnent l'autorité politique, ceux qui sont au gouvernement, puissent se dire la vérité et dire que ça suffit comme ça avec la France, dans la mesure où les États n'ont que des intérêts, qu'on puisse penser en termes de stratégie d'intérêt, du donnant-donnant. La France profite, d'accord, mais nous devons profiter aussi. On ne peut pas livrer nos pays de la façon dont ça se passe aujourd'hui. C'est pas possible. Il y a d'autres pays en Europe qui se battent
Mais si on enlève les colonies, les ex-colonies françaises à la France, je ne pense pas que la France va occuper un bon rang comme un pays fort. Quand vous prenez les Italiens, ils travaillent au quotidien, ils font leur truc, ils ne sont pas un grand pays, mais ils ne comptent pas nécessairement sur d'autres pays. Mais la France, ce n'est pas possible. Et ça, c'est aussi des vérités historiques. Dire ça, ce n'est pas avoir quelque chose contre les Français, loin de là. Nous n'avons rien contre la France, mais il faut dire ces choses au nom de la vérité, au nom du fait que nous sommes des prophètes, pour que ceux qui doivent prendre des décisions puissent prendre des décisions idoines. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut accompagner ces pays qui veulent émerger et pour qu'il y ait dans la sous-région et dans les pays francophones une nouvelle dynamique qui devienne une stratégie politique pour que la relation avec la France soit quelque chose d'autre que ce qu'elle a été jusqu'à maintenant? Moi, c'est mon souhait. Mais confions ça à Dieu et espérons que le cœur de l'homme qui est capable de conversion va prendre des décisions idoines allant dans ce sens. Nous allons dire un mot sur la politique togolaise. Le Togo qui initie encore des discussions avec les partis politiques, les acteurs politiques. La dernière réunion a été tenue vendredi dernier dans le cadre qu'on appelle le CPC, concertation entre acteurs politiques, etc. Est-ce que vous attendez quelque chose de ces discussions-là quand on sait qu'on a connu plusieurs dialogues dans ce pays qui n'ont rien donné presque? Non, il ne faut jamais être découragé. Le découragement vient de Satan. Je crois que nous allons nous en sortir, mais il faudrait que chacun soit sérieux et que l'on arrête de jouer avec notre pays. Et oui, parce que quand on regarde de près, on a l'impression que nos acteurs politiques ont oublié que tout ce qu'ils font, ils doivent avoir d'abord comme priorité les populations. Moi, j'ai l'impression que cela manque un peu. C'est comme si c'est des groupes qui s'opposent et puis après, tel crie victoire, tel tient un autre discours. S'il y a du sérieux, c'est-à-dire de la sincérité, un désir vraiment de rebâtir le pays, tout dialogue, vraiment, il faut souhaiter que cela puisse se tenir rapidement. Donc, dans ce sens, moi, je prie et je crois que nous avons la capacité, grâce au dialogue et à la sincérité, de dépasser nos différends d'aujourd'hui. Et donc, ce qui est en train de se faire, moi, j'espère que ça va nous permettre de sortir, de tirer aussi des leçons de nos erreurs d'hier et de rebâtir vraiment le pays. C'est une nécessité. Mais est-ce que les acteurs politiques vont être sincères? Est-ce qu'ils auront vraiment le souci de la population? Et nous aussi comme population, qu'est-ce que nous pouvons mettre pour exiger de penser à nous? Et parce que finalement, on a l'impression que c'est tout le monde qui nous manipule. Mais tout cela va aboutir, d'après ce que j'ai entendu, aux élections régionales. Mais on sait que dans notre pays, souvent, les élections se terminent par des crises. Est-ce qu'on va encore faire des élections au niveau régional qui vont aboutir à des crises? Moi, je voudrais interpeller simplement à nouveau avec la parole de Saint Jean-Paul II, dans le même document, Ecclésiaste in Africa, le numéro 112. Les fondements d'un bon gouvernement doivent être établis sur la seule base de lois qui protègent les droits et définissent les devoirs des citoyens. Je dois constater, avec une grande tristesse, que de nombreuses nations d'Afrique peinent sous des régimes autoritaires et oppressifs qui dénient à leurs membres la liberté personnelle et les droits humains fondamentaux, tout spécialement la liberté d'association et d'expression politique, de même que le droit de choisir leur gouvernant au moyen d'élections libres et impartiales. De telles injustices politiques provoquent des tensions qui dégénèrent souvent en conflits armés et en guerre civile, avec de graves conséquences comme des famines, des épidémies, des destructions, sans oublier les massacres et la tragédie scandaleuse des réfugiés. Voilà ce que le pape constate.
Et donc, il est important que si on ouvre le dialogue, que les acteurs politiques puissent savoir qu'ils ne dialoguent pas pour eux. Ils dialoguent pour le bien-être d'un peuple. Et que la société civile togolaise que nous constituons, nous puissions aussi sortir de cette bipolarisation de la vie citoyenne où on est société civile pro-gouvernement ou pro-parti au pouvoir, société civile pro-opposition. Ça n'a aucun sens. Celui qui doit gouverner le pays à la rigueur, ce n'est pas ça notre préoccupation. Mais qu'est-ce que nous pouvons exiger pour que celui qui gouverne nous respecte, nous permette vraiment d'être heureux? Parce que ça ne sert à rien d'être une nation, d'être un État, si plus de la moitié de ceux qui sont dans le pays veulent quitter le pays. Moi, je suis scandalisé des fois. Tu dis à un jeune brillant en terminale, bon, après ton bac, tu feras quoi? Ah, si je peux aller à l'étranger. C'est ça ton projet? Il dit, ah, mon père, moi, je vais avoir bac à 17 ans et rester dans ce pays. Donc, vous voyez, quand les jeunes sont dans cette logique, une fois j'ai fait une expérience, comme je suis prêtre, les jeunes m'ont cru. Je suis allé à une conférence et j'ai dit, bon, j'ai une bonne nouvelle. Ceux d'entre vous qui ont déjà leur bac et qui veulent aller étudier à l'extérieur, l'Église a une occasion. Qui sont ceux qui veulent aller? Tout le monde. Tous, ils étaient une quarantaine, tous ils ont levé la main. Je dis, mais vous voulez aller où? Je n'ai même pas dit le pays, j'ai dit étranger. Mais vous savez si je peux vous envoyer au Nigeria, ou au Ghana, ou au Bénin. Un jeune a dit, il a levé la main, il dit, même si c'est là-bas, j'y vais. Donc, quand les jeunes sont à ce degré, il faut agir vite. Parce que c'est eux qui vont bâtir après nous le pays. Si nos acteurs politiques continuent à faire ces jeux de couloir et ces oppositions, parti au pouvoir, je veux rester au pouvoir, je vais aller au pouvoir, un jour ça va s'écrouler. Et c'est dommage, hein? Je ne suis pas prophète de malheur. Mais s'il doit y avoir des dialogues, que les gens reviennent à leur conscience et qu'ils se disent c'est d'abord le peuple. Et nous, population, que nous puissions leur imposer ce respect et de faire des dialogues qui vont nous permettre de sortir des situations difficiles que chaque famille est en train de vivre. On parle de vie chère et tout, mais ce n'est pas la faute de quelqu'un qui a eu la crise sanitaire, on est d'accord, mais c'est la responsabilité de tous que nous puissions nous mobiliser pour un Togo meilleur. Moi, c'est mon souhait s'il y a dialogue, qu'on soit, pour une fois, qu'on soit sincère et qu'on se dise les vérités dans le respect. Parce que l'autre élément dont le Togolais est champion aussi désormais, c'est des coups de gueule. Des menaces. Et finalement, ça ne construit pas le pays. Merci beaucoup, mon père. Nous sommes presque arrivés à la fin de cette émission. Et je voudrais vous demander votre mot pour la fin. Je demande humblement au Dieu 3 fois saint de continuer de nous bénir, de bénir le travail que vous faites ici et ce que tout autre Togolais est en train de faire de tout cœur avec des intentions droites. De bénir nos autorités responsables parce que qu'on le veuille ou non aujourd'hui, c'est eux qui décident. Que l'Esprit Saint les assiste dans leurs décisions pour qu'ils ne perdent jamais de vue le peuple qui leur a confié. Parce qu'ils auront à rendre compte à Dieu. Ça, c'est une certitude dans ma foi et je pense qu'ils le savent. Ensuite, en termes de mot de fin, je voudrais très humblement demander à nous aussi, citoyens, de faire notre part. Parce que on a l'impression que nous sommes tellement découragés que nous préférons la démission à l'engagement. Afin que l'Éternel bénisse le Togo, l'Afrique et le monde entier. Il est fidèle, il le fera, mais toujours avec nous, jamais sans nous. Merci beaucoup, mon père. Nous sommes maintenant à la fin de cette émission. Merci, je rappelle que nous étions avec le révérend père Pierre-Marie Chanel-Afognon. Il est le directeur national de l'enseignement catholique. C'est avec lui que nous avons débattu des sujets que nous avons préparés pour vous. Merci.
Merci également à nos techniciens. Aujourd'hui, le chef technicien, ça se trouve être Henri Bassakor et Marc Kazamban, il est de l'autre côté. Merci aux stagiaires. Je ne pourrais pas citer tous vos noms parce que vous êtes nombreux aujourd'hui. Merci à nos suiveurs, à nos fidèles amis de l'autre journal. À la prochaine.